Puis-je avoir vos restes? Lorsque le millionnaire la regarda dans les yeux, un miracle se produisit. Sous la lueur tamisée de lustres en forme d'étoiles gelées, le murmure de la richesse bruissait dans chaque recoin des pavillons, le restaurant le plus exclusif niché au cœur battant de la ville. C'était une nuit drapée d'une quiétude de velours, seulement rompue par la douce élégance d'un piano qui tissait sa mélodie dans l'air. Chaque table était un royaume silencieux de pouvoir et de prestige, éclairé à la bougie et couronné de cristal. Dans le coin le plus reculé, dissimulé derrière un arrangement d'orchidées et d'ombres, était assis John Maxwell, 48 ans, magnat de la technologie, milliardaire et veuf. Son costume Armani était taillé à la perfection, sa montre en platine captant les éclats de lumière égarés. Mais rien de tout cela ne pouvait masquer le vide dans sa poitrine. Il fixait d'un air absent le filet mignon intact devant lui, son arôme riche et invitant, bien qu'il aurait pu tout aussi bien être de la poussière. En face de lui, la chaise vide résonnait plus fort que n'importe quel son dans la pièce. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour du pied d'un verre de Bordeaux, le tourbillon rouge à l'intérieur dansant comme un fantôme. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, depuis que sa femme Lilian et leur fils de 3 ans, Caleb, avaient disparu du monde dans un amas de métal tordu et de verre brisé. Depuis lors, John avait rempli sa vie de silence, de routine et d'un empire de distraction. Il souleva lentement le verre, comme si son poids contenait des souvenirs, mais juste au moment où il le portait à ses lèvres, une voix brisa l'air à côté de lui, douce, tremblante, inattendue. « Puis-je avoir vos restes, monsieur ?» John se figea. Il tourna brusquement la tête et se retrouva à regarder une jeune femme debout à côté de sa table. Elle ne pouvait pas avoir plus de 19 ans. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon lâche et désordonné, avec des mèches retombant en boucles fatiguées. Son manteau était usé jusqu'à la corde, s'accrochant à ses épaules contre le froid du début de l'automne. Dans ses bras se trouvait un bébé, peut-être de 7 ou 8 mois, enveloppé dans une couverture délavée. Les yeux du nourrisson, grands et lumineux, étaient fixés sur le monticule de purée de pommes de terre et les tranches de viande, encore fumantes dans l'assiette de John. La voix de la jeune fille avait été presque un murmure, mais elle avait pourtant tranché le silence du restaurant comme la corde d'un violon qui se brise. John cligna des yeux, comme s'il se réveillait d'un long et profond sommeil. Autour de lui, la salle s'immobilisa. Les fourchettes s'arrêtèrent en plein vol. Les conversations s'éteignirent dans un silence stupéfait. Un serveur commença à s'avancer, l'inquiétude plissant déjà son front. Mais John leva subtilement la main. Le geste était petit, mais autoritaire. Il étudia son visage. Il n'y avait aucune honte dans son expression, aucune trace de manipulation ou de recherche de pitié. Seulement de l'épuisement et quelque chose de plus profond. Une férocité tranquille, un besoin non pas pour elle-même, mais pour la petite vie qu'elle tenait serrée contre sa poitrine. Elle tenait l'enfant avec une sorte de dévotion protectrice qui dépouillait tout le reste de l'instant. Elle ne mendiait pas, elle ne volait pas, elle survivait. La gorge de John s'asserra. La bougie entre-vacilla. À cet instant, quelque chose changea en lui. Pas une grande révélation, pas encore, mais un murmure, une étincelle. Et bien qu'il ne le sût pas alors, ce moment unique, cette simple question, démantèlerait les murs qu'il avait passé une décennie à construire et le mènerait vers une rédemption qu'il n'avait jamais cherchée, à travers un amour qu'il n'avait jamais attendu. Il resta là un long moment, figé, son regard fixé sur la jeune fille comme si le reste du monde s'était fondu dans un bruit de fond. Ses cheveux blonds n'étaient pas coiffés, tombant en vagues désordonnées autour de son visage et de ses épaules, les mèches captant des lueurs de bougies comme de l'or brisé. Son manteau couvrait à peine sa silhouette, les manches trop courtes, le tissu usé au coude. À ses pieds, une paire de baskets, en lambeaux, imprégnée de la crasse de la ville, et presque déchirée aux coutures. Mais ce n'était pas son apparence qui coupa le souffle à John. C'étaient ses yeux. Il ne suppliait pas, il ne vacillait pas, il le soutenait, sans ciller, rempli de quelque chose de bien plus fort que le désespoir, la défense, la dignité et une tristesse silencieuse, presque insoutenable. Il y avait une sorte de courage dans son expression, le type de courage qu'une personne ne forge que lorsqu'il ne lui reste plus rien à protéger, sauf la vie fragile qu'elle porte. Elle ne demandait pas pour elle-même. Elle demandait pour son enfant. John hésita, juste un battement de cœur de plus, comme si un fil invisible se tendait entre eux. Puis,
D'un léger mouvement, il poussa l'assiette vers l'avant. « Prenez-la, dit-il doucement, presque pour lui-même. Elle ne se jeta pas sur la nourriture. Elle ne la dévora pas comme quelqu'un d'affamé. Au lieu de cela, avec une révérence qui le frappa plus fort que n'importe quel cri aurait pu le faire, elle plongea la main dans la sacoche drapée sur son épaule et en sortit un petit carré de tissu, propre bien qu'effiloché sur les bords. Elle enveloppa soigneusement la purée de pommes de terre et les tranches de viande restantes à l'intérieur, pliant les coins comme si elle préservait un trésor, pas des restes. Puis, s'agenouillant doucement sur un genou, elle serra le bébé plus près et sortit une petite cuillère en plastique de la poche de son manteau. John regarda, sans ciller, comment elle prélevait une modeste portion de la nourriture chaude et soufflait doucement dessus avant de guider la cuillère vers la bouche du bébé. L'enfant ouvrit instinctivement la bouche, ses petites lèvres s'entr'ouvrant, sa langue s'avançant. Au moment où la purée de pommes de terre toucha sa langue, il gazouilla. Un son doux et gargouillant de joie si pur qu'il fit se crisper les doigts de John sur le bord de la table. Le visage du bébé s'illumina dans la lueur de la bougie, ses mains potelées tapotant la poitrine de la jeune fille, un sourire fleurissant sur ses joues rondes comme un lever de soleil après une longue nuit glaciale. C'était le genre de sourire que John n'avait pas vu depuis des années, pas depuis son fils. Quelque chose se noua dans sa gorge. Il détourna le regard, juste une seconde, essayant de chasser la brume soudaine de sa vision. Mais ses yeux revinrent aussitôt que le bébé laissa échapper un autre soupir heureux, comme si la chaleur d'une seule cuillerée suffisait à le combler de délices. La jeune fille ne dit rien. Elle continua simplement à le nourrir, une cuillerée à la fois, avec une patience infinie. Ses mains étaient stables, sa respiration calme. Elle ne regarda pas une seule fois autour d'elle pour voir qui pourrait la juger, ou quelles opinions se formaient dans la mer silencieuse de spectateurs fortunés. Elle était là pour une seule raison, nourrir son fils. Le cœur de John se tordit dans sa poitrine, lentement et profondément, comme quelque chose d'ancien se réveillant d'un coma. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la charité. C'était la vérité indéniable qu'il était témoin de quelque chose de sacré, une sorte d'amour qui ne pouvait être acheté, remplacé ou même pleinement compris par ceux qui n'avaient jamais connu la perte. Lorsque le bébé sembla rassasié, la jeune fille rangea soigneusement le paquet de tissu dans son sac, ajusta la couverture autour du corps de l'enfant et se leva. Elle jeta un dernier regard à John, hochant légèrement la tête, non pas comme pour le remercier, mais comme pour reconnaître quelque chose de non dit entre eux. Puis elle se tourna et s'éloigna, se faufilant entre les rangées de tables en lin blanc, vers la nuit fraîche au-delà des portes vitrées. John resta assis, incapable de bouger, fixant l'endroit où elle s'était tenue. La bougie sur la table vacillait doucement, projetant de douces vagues d'or et d'ombre sur le vin intact, la chaise vide, le monde qu'il avait connu. Puis, avant de pouvoir rationaliser, analyser ou se dissuader, il se leva, non pas à la hâte, non pas de façon spectaculaire, juste tranquillement, avec détermination. Il posa sa serviette sur la table, fit un signe de tête au serveur stupéfait qui planait à proximité et suivit la jeune fille à travers les lourdes portes du restaurant, dans la nuit. Il ne comprenait pas encore pourquoi, seulement qu'il le devait. John suivit à distance, ses pas étouffés sur le trottoir silencieux. Le bruit de la ville s'estompa derrière lui alors que la jeune fille se glissait dans une ruelle étroite, serrant le bébé contre sa poitrine comme un bouclier fragile contre le monde. Elle se déplaçait rapidement mais prudemment, comme si chaque ombre pouvait l'avaler tout entière. Il ne savait pas pourquoi il la suivait. Seulement que quelque chose de plus profond que la curiosité le tirait. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. La ruelle débouchait sur un parking en ruine flanqué de bâtiments en briques. Des voitures abandonnées gisaient comme des fantômes. Mais une vieille berline bleu marine cabossée, était différente. Elle était habitée. Les vitres étaient embuées, la peinture s'écaillait, mais c'était un abri. Elle s'y dirigea sans hésiter, ouvrit la portière arrière et s'installa soigneusement avec le bébé. Une fine couverture servait de matelas. Elle berça le nourrisson dans ses bras, lui chuchotant quelque chose que seul l'enfant pouvait entendre. Puis sa voix s'éleva, douce et tremblante, en une berceuse. « You are my sunshine, my only sunshine. » John s'attarda dans l'ombre, subjugué. La main du bébé agrippa son col, les yeux papillonnant alors que la mélodie l'enveloppait comme une couette chaude. Le cadre était sombre, mais l'amour indéniable. US avance. Quelque chose a dû l'alerter.
Elle se retourna, surprise, leurs regards se croisèrent. « Je suis désolé, dit-il, les mains levées en signe de paix. Je voulais juste voir si vous alliez bien. Vous m'avez suivi, dit-elle, sur la défensive. Oui, je l'ai fait. Elle ne s'enfuit pas, elle ne pleura pas. Elle le regarda seulement, jaugeant l'étranger aux vêtements coûteux. J'ai vu comment vous avez nourri votre fils, dit John. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'avais besoin de comprendre. Après une pause, elle dit doucement, il s'appelle Noah. Je m'appelle Emily. Noah, répéta-t-il. 8 mois, acquiesça-t-elle. Il adore la purée de pommes de terre, la voix de John baissa. Mon fils aussi. Emily cligna des yeux, et à cet instant, quelque chose changea. Elle ne posa pas de questions, écouta simplement avec ce calme rare de quelqu'un qui connaissait le deuil de première main. J'étudiais pour devenir infirmière, dit-elle. Puis je suis tombée enceinte. Le père a disparu. Mes parents m'ont renié. Je suis seule depuis. Elle parlait simplement, sans amertume. Nous vivons dans cette voiture depuis 2 mois. Je fais des ménages, je sers dans des restaurants quand je peux. John regarda le véhicule, la couverture usée, les vêtements de bébé empilés comme un trésor dans le coin. Je peux aider. Un hôtel, de la nourriture, tout ce dont vous avez besoin. Elle leva la main. Non, je ne demande pas d'argent. Surpris, il demanda. Alors que voulez-vous? Emily regarda Noah et dit doucement. Juste un jour. Un jour où il aura chaud, sera rassasié et en sécurité. C'est tout. Les mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle exigence n'aurait pu le faire. Le lampadaire vacilla au-dessus d'eux, projetant une teinte ambrée sur son visage. Dans cette lueur, John vit quelque chose de familier. Ses yeux, les yeux de sa défunte femme. Pas exactement, mais assez pour fissurer quelque chose en lui. La façon dont Emily serrait son enfant, la façon dont elle se tenait droite avec rien d'autre que l'amour comme armure. Cela remua quelque chose en lui, quelque chose qui avait été enterré avec sa femme et son fils. Il recula, soudainement chancelant. Merci, dit-il. Emily fronça les sourcils. Pourquoi? De m'avoir rappelé que j'ai encore un cœur. Elle ne dit rien, berça seulement Noah plus fort, reprenant la berceuse. John resta là un peu plus longtemps, la chanson se faufilant dans la nuit comme une ligne de vie. Et bien qu'Emily ne sourit pas, elle ne ferma pas non plus la porte. Et cela, d'une manière ou d'une autre, était tout. À partir de cette nuit, John ne put se défaire de l'image de la jeune fille aux chaussures cassées et du bébé au sourire de purée, peu importe le nombre de mets qu'il parcourait ou de réunions du conseil auquel il assistait. Leurs visages restèrent avec lui. De silencieux rappels que, quelque part dans la même ville où des gens buvaient du vin à $800, une mère et son enfant survivaient grâce à la seule gentillesse et à la résilience. Il ne lui reparla pas tout de suite. Au lieu de cela, il commença à agir, silencieusement et précisément, de la même manière qu'il avait bâti sa fortune. Il avait retrouvé sa voiture, garée derrière le terrain d'une église abandonnée. Sans s'approcher, sans s'immiscer, il laissait de petits paquets près du véhicule aux petites heures du matin, avant le lever du soleil. Une boîte de lait maternisé, un paquet de couches, un récipient scellé de soupe maison, encore chaude au toucher. Il organisa la visite discrète d'un pédiatre, se faisant passer pour un membre d'un programme d'aide de l'Église. Emily ne savait pas qui l'avait envoyé. Elle ne demanda pas. Mais quand le médecin partit, elle serra Noah plus longtemps que d'habitude et murmura « merci » à personne en particulier. Au début, Emily était sceptique. Elle avait appris à survivre en s'attendant à la déception. Mais ses gestes discrets n'étaient jamais accompagnés de mots, jamais d'attente ou de demande. Personne ne lui demandait de sourire. Personne ne lui demandait d'être reconnaissante. C'était simplement là, constant, doux, réel. Peu à peu, la méfiance laissa place à quelque chose de plus dangereux, l'espoir. Puis un soir, alors que le froid d'octobre commençait à s'infiltrer plus profondément dans les nuits, le désastre frappa. Noah avait été grognon tout l'après-midi, refusant de manger. Son front était chaud, mais à la tombée de la nuit, il brûlait de fièvre. Emily essaya tout, des linges frais, de douces berceuses, le berçant d'avant en arrière sur la banquette arrière de leur voiture. Mais ses pleurs devinrent plus urgents, sa respiration superficielle et rapide. Elle se précipita aux urgences de l'hôpital le plus proche. La femme à l'accueil leva à peine les yeux quand Emily expliqua que son fils avait besoin d'aide. Quand on lui demanda si elle avait une assurance, Emily hésita. Quand elle dit qu'elle n'en avait pas,
Le visage de la femme se durcit. Nous sommes à pleine capacité, dit-elle sèchement. Vous devrez attendre ou trouver un autre établissement. La voix d'Emily S. brissa. Ce n'est qu'un bébé, il a 40 de fièvre. Il ne réagit pas, s'il vous plaît. Madame, nous ne pouvons rien faire sans une admission en bonne et due forme. Je suis désolé. Émilie sortit, son souffle se condensant en nuages dans l'air glacial. Noah s'était tu, un silence terrifiant. Elle le serra plus fort que jamais, son corps tremblant de froid et de panique. Il ne lui restait qu'une seule chose à faire. Elle sortit son vieux téléphone. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tapait juste 2 mots. Aidez-nous. Elle ne savait pas s'il viendrait. Elle ne savait même pas pourquoi elle lui faisait confiance. Mais 6 minutes plus tard, des phares balayèrent le trottoir. Le SUV noir de John s'arrêta dans un crissement de pneus. Il sauta avant que le moteur ne s'arrête, son manteau flottant dans le vent, les yeux fous d'urgence. Il ne parla pas. Il tendit simplement les bras. Émilie y plaça Noah, et pour la première fois, le bébé ne résista pas. Sa petite main s'enroula autour de l'index de John, faible mais intentionnel, comme s'il reconnaissait quelque chose de sûr. John le berça avec une familiarité surprenante et retourna à l'hôpital sans faire la queue. « Je veux un médecin maintenant, » dit-il à la réceptionniste, la voix d'acier et de feu. « Cet enfant a une fièvre critique. Je couvrirai chaque centime, mais si vous laissez passer 1 minute de plus, j'achèterai cet hôpital et je vous virerai tous jusqu'au dernier. » Ils prirent Noah immédiatement. Émilie s'assit dans le couloir, tremblante d'épuisement, la tête dans les mains. John resta à ses côtés, silencieux. Lorsque l'infirmière revint avec des nouvelles, Noah était stable, se reposait et serait surveillé pendant la nuit. Émilie expira un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait depuis le coucher du soleil. Elle regarda John, les yeux vitreux, la voix à peine audible. « Vous êtes venu. » Il hocha la tête. « Bien sûr que je suis venu. » Des larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle se pencha contre lui, la poitrine secouée par le soulagement et quelque chose de plus profond, le deuil, peut-être, ou la libération. Sa tête reposa contre son épaule, et John, sans hésitation, l'enlaça. Il ne lui demanda pas de se calmer. Il ne lui demanda pas de s'expliquer. Il la tint simplement alors que les heures silencieuses de la nuit passaient à l'extérieur de ces murs stériles et fluorescents. C'était la première fois qu'Émilie se laissait aller depuis qu'elle était devenue mère, et pour John, c'était la première fois en 10 ans que tenir quelqu'un dans ses bras ne ressemblait pas à une trahison. Ils ne parlèrent pas d'amour. Ils ne définirent rien cette nuit-là. Mais quelque chose changea irrévocablement à ce moment, dans le battement de cœur régulier de l'homme qui avait autrefois juré de ne plus jamais se soucier de rien, et dans le souffle de la jeune fille qui n'avait su que survivre, non pas parce qu'il l'avait sauvée, mais parce que finalement, elle n'avait pas à être forte seule. Tout a commencé par une photo, légèrement floue, prise de nuit, de John Maxwell sortant d'une salle d'urgence avec un bébé dans les bras, et une jeune femme juste derrière. En quelques heures, elle a inondé les réseaux sociaux, les blogs et les gros titres des tabloïds. Le sauvetage nocturne du milliardaire de la tech, la mère adolescente et le magnate. Internet explosa. L'identité d'Émilie ne resta pas longtemps privée. Un formulaire d'admission d'hôpital qui avait fuité confirma son nom. Puis vinrent les commentaires. Des vagues de spéculation, de jugement et de cruauté. Certains louaient John, le qualifiant de compatissant, de généreux. D'autres étaient vicieux. C'est une croqueuse de diamants. C'était planifié. Quel genre d'homme se retrouve mêlé à une chose pareille? Dans l'appartement que John avait arrangé pour elle et Noah, Émilie était assise dans l'obscurité, la seule lumière provenant de son téléphone. Chaque balayage apportait plus de venin. Chaque titre, plus de honte. Sa poitrine se serra. Ses mains tremblaient. Elle éteignit l'écran, craignant que la lumière seule ne puisse toucher son fils avec ce même poison. Noah s'agita dans son berceau. Elle se leva et posa doucement une main sur sa poitrine, le calmant. Puis elle se rassit sur le bord du lit et fixa le sol jusqu'au matin. Quand John entra, il sut que quelque chose avait changé. La posture d'Émilie était fermée, son expression distante. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle. Je ne veux pas que mon fils grandisse. Je ne veux pas qu'il voie des mensonges un jour et se demande s'ils sont vrais. » John s'assit à côté d'elle. « Tu n'as rien fait de mal, dit-il doucement. Ni Noah. » Elle secoua la tête. « Les gens s'en fichent. Ils ont déjà décidé qui je suis. » La voix de John se raffermit. «
Alors laisse-moi leur dire qui tu es vraiment. Cet après-midi-là, il appela son publiciste. Pas de déclaration, pas de communiqué de presse scénarisé. Il voulait parler simplement, publiquement et sans filtre. La nuit suivante, il passa en direct à la télévision nationale. Le décor était simple, un studio calme, un éclairage doux, pas de distraction. L'intervieweur ne posa rien de choquant, lui laissa juste l'espace de parler. John commença non pas avec Emily, mais avec Lillian et Caleb. Il raconta l'histoire qu'il avait évitée pendant des années, l'accident, le silence, la façon dont le deuil l'avait vidé. Il parla de l'illusion du succès et de la façon dont elle avait caché un vide bien réel. « J'ai arrêté de vivre le jour de leur mort, » dit-il. Et puis il parla d'Emily. Elle ne cherchait pas la charité, dit-il. Elle ne cherchait même pas d'aide. Elle voulait juste nourrir son fils. Et ce faisant, elle a réveillé en moi quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Sa voix se brisa, alors qu'il ajoutait « Elle ne m'a rien pris. Elle m'a donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait me donner. Une raison de me soucier à nouveau, une raison de respirer. » Il regarda la caméra. Emily n'est pas un gros titre. C'est une mère. Noah n'est pas un accessoire. C'est un enfant magnifique. Je ne les ai pas sauvés. Ce sont eux qui m'ont sauvé. L'interview était brute, sans phare et profondément humaine. Et ça a marché. Le lendemain matin, la tendance s'inversa. Les conversations en ligne changèrent. Les gens commencèrent à la défendre. Des mères partagèrent leurs histoires. La monoparentalité, la pauvreté, le jugement. Des infirmières prirent la parole, expliquant combien de filles comme Emily passent entre les mailles du filet. Les dons commencèrent à affluer dans les refuges. Une mère du Kansas créa un fonds communautaire pour les femmes comme Emily. Emily ne parla pas à la presse. Mais le lendemain matin, elle se présenta à la porte d'entrée de John. Noah emmitouflé contre le froid. Elle ne frappa pas. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne le puisse. Ses yeux étaient fatigués mais déterminés. « Je ne pars pas, dit-elle. Si tu veux toujours de nous, nous sommes là. » John ne parla pas. Il s'écarta, les laissa entrer. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose changer, de permanent et de paisible. Une porte, non seulement dans sa maison, mais dans son cœur, s'ouvrit. Une famille, inattendue et non scénarisée, était née. L'appartement que John louait pour eux n'avait rien d'extravagant, modeste selon ses standards, mais chaleureux, ensoleillé et calme. Il avait 2 chambres, des murs gris doux et des fenêtres qui captaient la lumière du matin juste comme il faut. Emily emménagea avec rien de plus que 2 sacs de sport, un porte-bébé et le poids de quelqu'un à qui on n'avait jamais donné un endroit sûr pour souffler. Mais en une semaine, cet espace commença à se sentir habité. Des dessins colorés par Noah scotchés au réfrigérateur. De petites chaussettes drapées sur le radiateur. L'odeur de lotion pour bébé et de berceuse flottant dans l'air. Ils ne discutèrent jamais de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Pas au début. Il n'y eut pas de déclaration, pas d'étiquette, pas de calendrier. Ils vivaient simplement ensemble. John venait chaque matin. Au début, c'était sous le prétexte de prendre des nouvelles, d'apporter des provisions ou un paquet de couches. Mais cela devint bientôt une routine. Il frappait, entrait, et Noah s'illuminait de reconnaissance, rebondissant dans son berceau au son de la porte. Emily avait déjà le café qui coulait, ses cheveux attachés dans ce même nœud lâche et gracieux. Et ils partageaient le petit déjeuner, des histoires. John apprit à tenir un biberon juste au bon angle, à réchauffer le laissant le surchauffer, à changer une couche, maladroitement au début, puis avec une confiance qui le surprit même lui. Il mémorisa le rythme des pleurs de Noah, comprit la différence entre la faim et l'inconfort, la fatigue et la frustration. Un après-midi, alors qu'il berçait Noah pour l'endormir, la petite main du bébé agrippée à sa chemise, John réalisa quelque chose de simple, mais de sismique. Il ne voulait pas partir, ni après la sieste, ni après l'heure suivante. Il voulait rester. Emily le remarqua aussi, la façon dont John s'attardait, comment il écoutait les babillages de Noah comme s'ils étaient des symphonies. Il n'essaya jamais d'impressionner ou de contrôler. Il se montrait simplement, jour après jour, avec des mains calmes et des yeux qui avaient été vides mais qui se remplissaient lentement de lumière. Elle n'avait jamais connu un amour qui ne demandait rien en retour, mais elle n'avait jamais connu un homme simplement présent, non pas pour la réparer, non pas pour posséder son histoire, mais pour marcher à ses côtés.
Dans les heures douces entre les biberons et les bains, un nouveau type de connexion se forma. Ce n'était pas le genre d'amour passionné que le monde romantisait. C'était plus lent, plus profond, né non pas de la passion, mais de la persévérance. Un soir, après que Noah se soit enfin endormi, Emily et John s'assirent en silence sur le balcon, une couverture drapée entre eux. La ville en contrebas scintillait d'or et de bleu, mais aucun d'eux ne regardait en bas. John se tourna vers elle, la voix douce. Quand j'ai perdu Lilian et Caleb, j'ai pensé que cette partie de moi était morte avec eux, la partie qui voulait se soucier, appartenir, être nécessaire. Émilie le regarda, les yeux brillants au clair de lune. « Tu ne l'as pas perdu, murmura-t-elle. Elle a juste attendu. Ils ne s'embrassèrent pas cette nuit-là. Ils n'en avaient pas besoin. Le moment s'étira entre eux comme une promesse, non dite, mais profondément comprise. Et à cet instant, Émilie sourit. Pas le genre de sourire qu'elle adressait aux infirmières par politesse ou à Noah par réflexe. Celui-ci n'était que pour lui, plein et rare. Pour la première fois depuis des années, John lui rendit son sourire, un vrai sourire, calme, adouci par la guérison, éclairé de l'intérieur. Ils n'étaient pas encore amants, ils n'étaient pas encore une famille de noms, mais ils étaient quelque chose de plus fort. Deux personnes qui avaient été brisées par la perte et qui avaient trouvé l'une en l'autre le commencement lent et régulier d'un foyer. Cela arriva un après-midi dans une enveloppe blanche ordinaire, coincée sous la porte de l'appartement comme une rafale de vent inattendu. Émilie la fixa longuement avant de l'ouvrir, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle dépliait la lettre à l'intérieur. L'écriture était familière, serrée, soignée et indubitablement celle de sa mère. Il n'y avait que quelques lignes, pas de grandes excuses, pas d'appel dramatique, juste des mots simples écrits à l'encre qui semblaient appuyer trop fort sur la page. S'il y a encore une chance de connaître mon petit-fils, j'aimerais essayer. Émilie resta assise à la table de la cuisine pendant plus d'une heure, la lettre légèrement froissée dans ses mains tandis que Noah jouait à proximité avec sa pile de blocs colorés. Elle ne pleura pas, elle ne se mit pas en colère, mais le silence qui emplit la pièce était assez épais pour suffoquer. Quand John arriva ce soir-là, il la trouva au même endroit. Elle a écrit, dit Émilie doucement sans lever les yeux. Il s'approcha, prit la lettre et la lut. Puis il la reposa et s'assit à côté d'elle. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Cela fait presque 2 ans qu'ils ne m'ont pas parlé, depuis qu'ils m'ont dit que je n'étais plus leur fille. » John hocha lentement la tête. « Tu ne leur dois rien. » Émilie se tourna vers lui, les yeux obscurcis par l'incertitude. « Mais Noah, ne mérite-t-il pas de savoir d'où il vient, même si c'est brisé ?» John marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Ne le laisse pas grandir avec le même vide que toi. Laisse-lui la chance de pardonner, ou non, mais laisse-le choisir. » 3 jours plus tard, ils se rendirent en voiture dans la ville qu'Émilie appelait autrefois sa maison, une étendue endormie de collines vertes et de routes étroites, où chaque visage semblait se souvenir un peu trop bien du passé. La maison de ses parents se trouvait au bout d'une allée de gravier, la peinture blanche légèrement délavée, la balançoire du porche grinçant toujours dans le vent. Émilie se tint dehors pendant plusieurs longs moments, Noah sur sa hanche, ses petites mains agrippant son pull. John se tenait légèrement derrière elle, offrant un soutien silencieux, mais la laissant mener. La porte d'entrée s'ouvrit lentement, une femme sortit, la cinquantaine, les traits vifs adoucis par le temps et le chagrin. La mère d'Émilie. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis, avec un souffle tremblant, sa mère s'avança. Ses yeux se posèrent sur Noah, puis sur Émilie, et ils s'emplirent instantanément de larmes. « Je n'ai pas été forte, » murmura-t-elle, la voix s'étranglant. « J'ai eu peur. De ce que les gens penseraient. De perdre la version de toi que je pensais avoir élevée, et je t'ai perdu quand même. » Émilie ne dit rien. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, sa mâchoire se crispant. Son père apparut derrière sa mère, plus âgée qu'elle ne s'en souvenait, les mains nerveusement croisées devant lui. Il regarda son petit-fils comme s'il voyait quelque chose de sacré. Noah tendit la main, ne connaissant pas l'histoire, sans moquant, juste curieux. Et cela, d'une manière ou d'une autre, brisa tout. Sa mère s'effondra, s'avançant, les bras ouverts mais incertains. « Puis-je le tenir ?» Émilie n'hésita qu'un instant. Puis, lentement, elle plaça Noah dans les bras de sa mère. La femme plus âgée le serra comme si elle essayait de retenir le temps lui-même. Elle sanglota doucement,
chuchotant des choses au garçon qui la regardait avec un émerveillement innocent. John regarda de côté, la poitrine serrée. Il ne faisait pas partie de ce moment, mais il était témoin de sa puissance. Quand Émilie s'avança enfin et enlaça sa mère, le porche sembla respirer. Le passé n'avait pas disparu, mais il avait été adouci. Le pardon n'était pas un coup de foudre. C'était un lent lever de soleil. Cet après-midi-là, les 3 générations s'assirent autour de la vieille table de cuisine où Émilie mangeait autrefois des céréales avant l'école. Sa mère servit le thé. Son père berçait doucement Noah sur son genou, et pour la première fois depuis des années, il y eut des rires dans cette maison. Émilie croisa le regard de John de l'autre côté de la pièce, et il sourit. Elle articula 2 mots simples. « Merci ». Il secoua la tête, lui rendant son sourire. « Non », murmura-t-il pour lui-même, à peine audible. « Merci d'être rentré chez toi. » 1 an plus tard, le monde avait changé, mais seulement dans les domaines qui comptaient. Le bruit s'était estompé. Les gros titres avaient disparu. À leur place, il y avait quelque chose de beaucoup plus silencieux, de beaucoup plus puissant. Une vie. C'était un après-midi de printemps radieux quand ils retournèrent au parc, le même parc où tout avait commencé. La brise soufflait doucement à travers les arbres, et la lumière dorée du soleil baignait le champ ouvert d'une chaleur qui ressemblait à une bénédiction. Il n'y avait pas d'arches florales imposantes ni de photographes se bousculant pour la photo parfaite, juste un petit groupe d'amis proches, une nappe en lin blanc étendue sous un vieux chêne, et une humble arche en bois enveloppée de lierre et de rubans. Au centre de tout cela se tenait un petit garçon vêtu d'un nouveau gilet bleu marine et d'un nœud papillon assorti. Noah, maintenant âgé de près de 2 ans, serrait une petite boîte en velours dans ses 2 mains alors qu'il titubait sur l'herbe, déterminé à la livrer à l'homme qui attendait à quelques pas de là. John se tenait là, non pas dans un costume de créateur, mais dans un blazer gris doux qu'Émilie lui avait dit un jour lui donnait un air presque humain. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, avec des fils d'argent qu'il ne prenait plus la peine de cacher. Ses yeux, autrefois obscurcis par le chagrin, brillaient maintenant de quelque chose de bien plus rare que la richesse, l'espoir. Alors que Noah l'atteignait, John s'agenouilla et prit doucement la boîte de ses petits doigts. Le garçon leva les yeux et gloussa, puis retourna en titubant au bord de l'herbe, sa robe blanche flottant dans la brise. Elle n'avait jamais été aussi belle, non pas à cause de la robe, non pas à cause du soleil derrière elle, mais à cause de la vie dans ses yeux, le genre d'éclat qui ne grandit qu'après avoir survécu à l'obscurité. John s'avança, la boîte à la main, et tomba à genoux. Pendant un instant, le vent sembla s'arrêter, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour écouter. Il la regarda, la voix stable, mais épaisse d'émotion. « Tu n'as rien demandé, dit-il doucement. Tu n'as pas supplié, tu n'as rien attendu, tu es juste apparu dans la pire nuit de ta vie et tu m'as donné une chance de me souvenir de ce que c'est que d'être nécessaire, d'être vivant. » Il ouvrit la boîte, révélant une simple bague, élégante, sans ostentation, choisie non pas pour son prix, mais pour la façon dont elle irait à sa main quand elle tiendrait leur fils. « Tu n'as pas pris mes restes, Émilie, murmura-t-il. Tu m'as donné tout ce dont je ne savais pas que je manquais. Tu m'as donné une famille, tu m'as donné de l'amour, tu m'as donné un avenir. » Il marqua une pause, les larmes brillant dans ses yeux. « Veux-tu m'épouser ?» La main d'Émilie vola à sa bouche, ses yeux se remplirent avant même que la première larme ne puisse tomber. Elle hocha la tête, 1 fois, 2 fois, puis tomba à genoux devant lui, riant à travers ses larmes en murmurant « oui ». Ils s'étreignirent, les bras se repliant l'un dans l'autre comme les pièces d'un puzzle longtemps perdu et enfin retrouvé. Le célébrant commença la cérémonie, simple et courte, tandis que Noah jouait avec les pétales par terre, jetant de temps en temps un coup d'œil comme pour essayer de comprendre ce qui rendait les adultes si émotifs. Mais c'est pendant les vœux, juste au moment où John promettait d'aimer non seulement Émilie, mais aussi le fils qui les avait réunis, que Noah s'approcha et enlaça la jambe de John. « Papa » gazouilla-t-il. Et juste comme ça, tout le parc retint son souffle. John baissa les yeux humides, et se pencha pour prendre le garçon. Le tenant d'un bras et Émilie de l'autre, il murmura « Je t'aime, mon fils ». Dans cette étreinte, sous le soleil, sans autre public que quelques amis et le ciel, tout ce qui avait été brisé semblait à nouveau entier. John n'avait pas sauvé une jeune mère. Elle l'avait sauvée. Du deuil, de l'isolement, d'une vie si polissée et vide qu'elle avait failli l'avaler tout entier. Et à la place de la solitude,
Une nouvelle famille était née. Non pas par le sang, non pas par la planification, mais par un murmure, une question et une assiette de purée de pommes de terre. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient ensemble. Et cela, enfin, suffisait. Et c'est ainsi que d'un simple murmure dans un restaurant de luxe, une histoire d'amour, de rédemption et de seconde chance s'est déroulée. Ce qui a commencé comme une demande de reste est devenu un voyage qui a redéfini ce que signifie être une famille. John n'a pas seulement ouvert son cœur. Il a ouvert sa vie. Emily n'a pas seulement survécu. Elle a trouvé un foyer. Et le petit Noah, autrefois bercé dans les bras d'un étranger, marche maintenant aux côtés d'un père qu'il a choisi non par le sang mais par l'amour. Car parfois, les histoires les plus extraordinaires naissent des moments les plus silencieux. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a ému, vous a donné de l'espoir, ou même vous a arraché une larme, n'oubliez pas d'aimer, de partager, et surtout, de vous abonner à Soul Steering Stories, la chaîne où chaque histoire est faite pour guérir votre âme et vous rappeler que la compassion est le miracle le plus puissant de tous. Nous vous verrons dans la prochaine histoire.